Ça commence à ressembler pas mal. À Noël. Est-ce que ça commence à ressembler ou... Toi, Martin, t'as toujours... D'abord, moi, je tiens à le... Je trouve que pour l'hygiène personnelle, ce que tu fais à chaque année, je pense qu'il faut le répéter. Je trouve que si vous pouvez le faire, c'est la meilleure idée au monde. Pour la santé mentale du temps des fêtes. Voilà. Alors, Martin prend toujours une semaine de vacances avant Noël. Fait qu'est-ce que ça veut dire, ça, que ça commence pas à ressembler à Noël? Ça commence dangereusement. OK. Non, mais je me demandais si les vacances masquaient Noël. Non, ça fait pas du tout, parce qu'on doit acheter tous les cadeaux avant faire tous les préparatifs avant, parce qu'on revient comme le 22 décembre, alors il reste plus de temps. Alors, on est en plein esprit de Noël et en plein esprit des vacances, parce qu'il me reste... pas beaucoup de balados avant de partir. Combien de balados? Comment on va faire? 2. On finit vendredi? Moi, je finis vendredi. Non, nous, on n'arrête pas. Là. Ah oui, ce vendredi, on enregistre. Alors, la magie, voilà, on passe de la magie des fêtes à la magie est complètement annulée, parce que ce vendredi, on va enregistrer notre épisode spécial du 24. C'est ça? Exact. C'est bien ça. Donc, il faudrait trouver un concept, là. On va travailler là-dessus. Je pense que jeudi soir ou vendredi matin. Mais sachez qu'on sera là tout le temps des fêtes. Cet épisode-là va être enregistré à l'avance, mais sinon, on va être en direct avec Martin, parce que Martin sera de retour, et Marc-Antoine. Toi, Alex, tu vas être en vacances. Pendant un petit bout, mais je reviens, je sais plus quand. Là. Donc, sachez qu'on sera là, comme d'habitude. Eh oui. Hein? Alors, voilà. On vous accompagne. Toujours présent. On vous accompagne pendant la Noël. Cela dit, c'est pas comme s'il n'y avait pas de hockey non plus. Toi, les décos sont faits? Moi, samedi, c'était le coup d'envoi des festivités du temps des fêtes avec la décoration du sapin. Ah, c'est ça. Le traditionnel souper du temps des fêtes dans une rôtisserie bien connue. Ah oui, bien. D'accord. À chaque année, je dis à Malone, est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Puis finalement, non, c'est comme... Avec les jeunes enfants. C'est un classique. Ça se fait bien. Alors oui, c'est parti, puis j'ai déjà des parties... fin de semaine prochaine. Ouais. Les lumières sont posées. Les cadeaux sont achetés. Ah ouais, t'es en feu. Je suis dans la maison. Ouais, je suis dans la maison. Bravo. Merci. C'est en partie fait. Mais là, j'ai été retardé par une escapade. Là. Ben oui! Il y a des cadeaux de fait. C'est pas complet. Les décorations, c'est pas terminé. Pas au point où je voudrais en être. C'est ça, ma vie. C'est compliqué. C'est effréné. C'est beaucoup de choses. C'est effréné. C'est beaucoup. Ouais. Alors, on ne te retiendra pas plus longtemps. Non, c'est ça. Merci d'avoir été là. Si vous pouviez faire le balado sans moi, ça m'aiderait beaucoup. D'aller magasiner aux Galeries d'Anglais. Si vous me cherchez, je suis au mail. On dit plus... On dit plus ça. On dit plus ça. Pourquoi? Okay. Aujourd'hui, à la recherche du salut, se console-t-on quand on se compare? Et ça va mal à New York. C'est tellement hockey, épisode 361. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Et votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour. Je m'appelle Alexandre Coupal. Je l'ai trouvé très engagé sur son processus de sortir de ça. Puis je pense que je lève mon chapeau à l'organisation parce qu'on a toutes les ressources pour nos joueurs, que ce soit santé mentale, que ce soit de faire de l'extra sur la glace avec Adam, Pelly, ou dans le gym. Puis moi, qu'est-ce que je remarque beaucoup, c'est que Kirby, comme il travaille sur beaucoup d'aspects de qu'est-ce qui l'aide à retrouver son identité. Fait que ça part toujours avec le joueur. Il y a du soutien. Martin Saint-Louis, après la victoire en fusillade du Canadien contre les Ducks d'Anaheim, au lendemain de ce match, c'est le salut de Kirby Dach qui est le sujet presque universel. Ça me fascine. C'est un phénomène qui me jette par terre à Montréal. Martin était prête. Ou dans le hockey. Non, mais... Vas-y. On va surtout pas t'interrompre. C'est raté. Non, mais ça me fascine, ça. Kirby Dach a marqué un but hier, on s'entend. C'est une chance bénie des dieux, là, le gardien. Oseras-tu dire que même toi, tu l'aurais mis dedans? On l'aurait tous même moi, je l'aurais mis dedans. On l'aurait tous mis dedans. Là, on s'entend, Lucas Dostal, le gardien des Ducks, manque une remise derrière le filet.
donne la rondelle à Juraj Slafkovský qui donne ça à Dak. Puis il pousse la rondelle dans un filet vide et tout le monde se concentre sur le fait qu'il a marqué un but pour la première fois en 20 matchs. Mais il n'a pas joué un bon match, Kirby Dak. Il y a magnifique revirement sur le premier but des Ducks. Pénalité coûteuse. Qui aurait pu être dangereuse en milieu de troisième période. Ça, c'est dans son contrat, ça. C'est une pénalité coûteuse par match, idéalement en période. Nashville aussi, là. Pénalité périlleuse, c'est ça? Ouais. Et il a commis quelques revirements. Une pipe. C'était pas. Fait que tu sais, quand on se dit la vérité, là, puis Martin, il brodait autour, oui, il est engagé dans son processus pour se sortir de là. Puis je suis le premier à dire Kirby Dak, il fait pas exprès pour mal jouer, là, puis il veut s'en sortir, ça va mal. Mais c'est pas la planche de salut de Kirby Dak, c'est passé hier. Il a pas mieux joué dans les derniers matchs, mais il a poussé une rondelle dans un filet désert. Ouais. C'est tout ce qui s'est passé. Je tiens à dire que probablement que moi, je l'aurais raté. Là. Je me sentais pas à l'aise d'avoir dit ça. Okay. T'as raison. Comme d'habitude, Martin. Voilà. Cela dit, c'est vrai que des fois, ça prend pas grand-chose pour relancer un joueur. Fait que c'est peut-être plus là-dessus que c'est co-chambreur. C'est la même chambre. Ouais, c'est la même chambre. Ouais. Misait, tablait. Mm-hmm. Toi, tu étais sur place, Martin, donc tu n'as pas entendu, mais je trouvais Bruno Gervais a eu, pendant la diffusion du reportage du match, une réflexion intéressante où il disait « Je me souviens quand Jake Evans était dans la Ligue américaine, il y a de cela quelques années, ça allait très, très mal pour lui pendant une période, au point où il allait être laissé de côté dans un match le soir même. Il avait patiné au fameux patin matin, là, donc à l'entraînement matinal, avec les joueurs en su, les joueurs d'extra, une fois que le... Temps supplémentaire. En temps supplémentaire. Donc, une fois que l'équipe s'était délié les jambes et était rentrée au vestiaire, lui continuait, ce qui est un signe indéniable d'habitude que tu vas regarder ton match du haut de la galerie de presse. Et durant la journée, Charles Hudon s'est fait rappeler à Montréal. Evans est rentré, a joué un match ordinaire, a marqué dans un filet désert en toute fin de rencontre pour assurer la victoire de son équipe. Raté, moi. Que tu aurais sûrement raté, précisons. Et c'était pas un grand match de sa part, puis c'était juste un but dans un filet désert. Mais Gervais disait, à partir de ce moment-là, le match suivant, il a joué un petit peu mieux, il s'est mis à compter un petit peu plus de buts, ça s'est replacé dans les semaines qui ont suivi, il a été rappelé à Montréal, et puis il n'a jamais regardé en arrière, il a plus jamais... il est resté dans la Ligue nationale. Je dis pas que c'est, comme on vient de l'évoquer, la planche de salut de Kirby Dak. Ouais. Mais il y a un peu dans l'air cette impression que parfois, pour relancer un joueur de talent, dans le cas d'Evans, quand même, c'était certainement un joueur de talent dans la Ligue américaine, puis il y a quand même de bonnes habiletés encore à ce niveau-là, mais Dak, c'en est certainement un. Ça prend pas nécessairement grand-chose, parfois. Mais il a pas bien joué hier. Ouais. Contre Nashville, le match jeudi dernier, même travers de sa part, encore une punition tardive périlleuse, une pénalité périlleuse. Et ça existe. Il y a d'autres moments dans la saison, là, je les ai plus par cœur en tête, où ces pépés-là lui ont joué des tours et à son équipe, forcément. Alors, c'est vraiment... avec constance, il est en situation d'échec, si on peut dire, n'arrive pas à s'en sortir. Ouais. Est-ce qu'un petit coup de chance comme ça peut lui permettre de sortir la tête hors de l'eau? Je pense que c'est plus un espoir que un constat ou une déclaration. C'est un avec le match d'hier. Ouais, c'est ça. Que quoi que ce soit d'autre. Quoique, si je veux me faire l'avocat du diable, on pourrait dire que, contrairement au début de la saison, où on voyait vraiment pas grand-chose, depuis 2 semaines, peut-être, on a des flashs un peu du Kirby Dak dont on avait eu des flashs. Ces flashs-là étaient absents là, en début de saison. Là, des fois, là, on le voit comme un soubresaut de... il transporte la rondelle un peu plus. Ça. Une belle percée, je me rappelle, en première période en avantage là, mais c'est léger. C'est léger. Okay. Des légers flashs. Des LS. Et cela dit... Des FF, des fugaces flash. Cela dit, espérons qu'il va s'en sortir parce que c'est un joueur important dans le projet de relance du Canadien. Ce qui a aussi retenu l'attention entourant cette planche, à la recherche de la planche pour Kirby, c'est le... J'espère que c'est pas celle où on vous pousse vers la mer. Là, puis il faut que tu sautes pieds et poings liés. Peut-être que cette planche-là, pas de salut. Non.
c'est comment dire, je dirais ça, l'espèce d'explosion de joie qu'il y a eu autour de ce but-là, incarné par Juraj Slafkovský, qui, dans tout son langage corporel et vocal, après le match, il y avait là un autre exemple de ce que on voit de cette équipe-là, que moi, parfois, je trouve trop candide, là. C'est célébrer des victoires. Souvent, là, quand il gagne un match, là, apparemment, là, que c'est le party dans le vestiaire. Puis, je trouve qu'il y a là une espèce de candeur, mais... On a besoin de se remonter le moral, je pense. Oui, j'imagine. C'est ça. Il faut en profiter pendant que ça passe, ou des affaires de même. Mais reste que... avez-vous eu l'impression que, justement, que ce but-là, tout le monde... Ça a comme mis tout le monde dans un... Pas un bon état d'esprit, mais... Il y avait de l'enthousiasme. Merci, Alex. Parce que c'est une longue question. C'est une très longue question. C'est pas vraiment une question. Ouf. Trouvez-vous que ça laisse transparaître un réel... Martin Saint-Louis a parlé de ça, une réelle ambiance familiale. Où que tout ça, c'est des... On prenne la relève. On va prendre la relève. J'ai eu un gros week-end, là, je l'ai dit. Là, c'est les festivités du temps des fêtes. Ben, est-ce qu'il y a quelque chose de positif, là? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif dans cet esprit de corps-là? Parce que les autres pourraient s'en sacrer, là. Non, on n'a pas l'impression On a l'impression que c'est sincère, non? Les gars sont contents pour leur coéquipier qui traverse une période difficile, qui marque un but, mais je pense pas que c'est majeur dans la vie de l'équipe. De façon générale, l'équipe va mieux. Ça, je pense que tout le monde... Ben oui. Tout le monde... est en train de mettre son grain de sel dans la recette. Ça va vraiment mieux de façon collective. Puis là, ceux qui traînent la patte, s'ils finissent par embarquer par participer à ça, mais ça va. C'est qui traîne la patte? Ben, Kirby. Oui. On pourrait dire Slafkovský aussi, je pense. Ouais. Honnêtement, si ces deux-là retrouvent leur élan des beaux jours, si Kirby Dach joue comme dans ce court échantillon auquel on se réfère tout le temps comme étant son nouveau standard. Souvenez-vous de ces deux matchs. Cette 20-30 de matchs à la fin de la saison, il y a 2 ans. Okay. Et Slafkovský joue comme il l'a fait à la fin de l'année dernière. Ouais. S'ils ont ce niveau de jeu-là et que pour le reste, on est capable de stabiliser le rendement actuel, ben, l'équipe va être vraiment plus dangereuse parce que ça va faire un autre trio. Puis on le voit depuis que Patrik Laine est arrivé. Il y a de la place aussi pour Suzuki Caulfield. Forcément, c'est une menace que doit respecter l'autre équipe. Ouais. Donc, dans les confrontations, parfois, le premier trio, celui de Suzuki, peut se retrouver avec des adversaires peut-être moins forts, là, moins talentueux pour les contrer. Ça aide le premier trio aussi, qui est sur une bonne séquence, qui produit avec constance. Donc, tout ça, tous ces dominos-là tombent un peu en place et ça serait d'autant plus vrai si ce fameux deuxième trio-là prenait son envol. Tu sais, Laine est insatisfait de son jeu, il n'arrête pas de le dire à chaque fois qu'on lui tend un micro. Il l'a dit encore hier avec verve, là, je dirais, dans son entrevue entre la première et la deuxième période. Malgré tout, il réussit à produire. Il n'est pas content de son jeu d'ensemble et il joue avec les deux autres, Dach et Slafkovský. Ça prend absolument une cohésion là et ils doivent être performants. Ils doivent être performants. Puis je pense que le temps des excuses est un peu terminé. Ouais. Mais si on passe l'alignement un par un, là, Matheson joue bien. Au cours des dernières semaines, il joue bien. On l'a déplacé de la première unité d'avantage numérique. Je pense que c'est de bon aloi. Joue bien à des avantages. Gallagher joue très bien. Caulfield joue bien. Anderson joue bien. Suzuki joue bien. Newhook, rien à dire au cours de la dernière semaine à son sujet. Anderson joue du très bon hockey. Slafkovský se cherche. Goulet joue bien. Dvorak, on n'a rien à dire contre lui. Non. Classique. Yoel Armia, des avantages numériques et tout, fait le travail. Lane Hudson, extraordinaire. Emil Heinemann va très, très bien, solide. Barron, on l'a fait jouer hier. Là, il ne joue pas beaucoup cette saison. Il n'y a pas une grosse saison, mais c'est un gars qui est laissé souvent de côté. David Savard, son jeu s'est stabilisé récemment, mais c'est pas comme la saison dernière. Là. C'est une saison plus difficile. C'est une saison difficile pour lui. Jake Evans va très bien. Arbor Xhekaj s'est replacé. Ouais.
Kirby Dach, on vient d'en parler. Patrick Laine revient au jeu, il a 3 buts en 4 matchs, mais ça va prendre du temps. Lui laisser quelques semaines, plusieurs semaines avant de pouvoir vraiment mesurer ce qu'il est capable de donner. Sauf qu'il contribue aux victoires en ce moment. Oui, il contribue. Énormément. Il a marqué 100% des buts en avantage numérique de l'équipe au cours des 4 derniers matchs. Hier, un but, une passe, un but en fusillade. C'est ça. Et Samuel Montembeault joue du hockey inspiré. Il n'y a pas beaucoup de passagers, honnêtement, quand on compare avec le début de la saison. Exact. Puis Jack High, c'est un bon exemple d'un gars qui était tout croche, complètement perdu, pour qui ça allait très, très mal, qui a réussi à se replacer. Donc, c'est possible. On a souvent vanté les qualités de Martin Saint-Louis pour redonner confiance à des joueurs. Il l'a fait souvent. On pensait que c'était, entre guillemets, réglé avec Kirby Dach, là, qui était tout mêlé et déconstruit quand il est arrivé à Montréal en provenance de Chicago. Mais là, visiblement, c'est à refaire aussi, tu sais. Je sais pas, quand il a dit les joueurs sont très bien soutenus, il a commencé par dire que ce soit ressources en santé mentale, tout ça. Peut-être que Dach a tendance à voir noir, là, j'en ai aucune idée, là, mais parfois il donne cette impression-là d'avoir vraiment le moral dans les talons et tout. Et ça avait l'air de ça hier dans son point de presse après le match. Il parlait du fait que il disait, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui... Dans la vie, il y a toujours des gens qui aimeront pas ce que vous faites. Et il élaborait là-dessus. Et ma réflexion, c'était, il est affecté. Là, il les entend, les critiques. Puis il y a beaucoup de gens sur son dos et il prend ça personnel. Alors que, c'est ça. Pour jouer à Montréal, il faut que tu passes par-dessus. Il faut que tu sois capable de faire... Pour jouer dans un marché canadien, je pense, il faut que tu sois capable de faire abstraction de ça. Oui, c'est un bon point, ça. Parce que, tu sais, quand il est arrivé, il y avait des attentes, mais pas aussi élevées. Tout le monde était un peu comme attendons, regardons et voyons. Là. Ouais. Et puis, tranquillement, dès le départ, il se sentait à l'aise. Il a commencé à bien performer. À accumuler des points comme il ne l'avait jamais fait, là, un rythme qu'il n'avait jamais soutenu dans la Ligue nationale. Et puis, il était devenu un peu la nouvelle coqueluche. Là. Tout le monde disait, voilà le deuxième centre. Quelle transaction géniale. Superbe transaction, tout ça. Alors, ce n'était que un environnement positif autour de lui. Il y a eu cette blessure-là, évidemment, que l'on sait. Et puis là, il revient et les attentes sont immenses. C'est OK, maintenant, on sait de quoi tu es capable et comble ce besoin qu'on a au plus vite, s'il vous plaît. Il ne parvient pas du tout. Ça devient une spirale négative et peut-être qu'il se laisse affecter par ça, effectivement, par le bruit ambiant. C'est très possible. Il semble, en tout cas, son langage corporel, comme on l'a dit souvent, ou même dans ses interactions avec nous, ça semble être ça un peu. Mais c'est le genre d'épreuve qui forge la jeunesse, le caractère. On verra de quel côté... il s'en sortira. Hey, je veux juste le dire, là, mais en fusillade, bang, bang, il y avait quelque chose d'autoritaire là-dedans qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Je veux juste le dire. Ils n'ont même pas donné la chance aux Ducks. Ben oui, là, mais il y avait quelque chose là de... Et si on veut, on cherche des raisons d'être de bonne humeur. Là, ça... C'est vrai que ça n'a pas eu l'air difficile ni pour l'un ni pour l'autre. Hein? Quand même. Hein? Ouais. C'est ça, quand c'est Caulfield qui se mène en deuxième et qu'il y a déjà un but de marqué, c'est ça. C'est une ambiance à laquelle on n'était pas habitué. Avez-vous trouvé... parce que les Ducks, c'est une équipe qui est un peu dans la même situation que le Canadien. Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase-là, mais une reconstruction, c'est long. Avez-vous entendu cette phrase-là dans les dernières semaines? En fait, les Ducks sont dans leur deuxième reconstruction parce que quand ils ont changé, quand Bob Murray a été tassé, ils avaient un bon groupe de jeunes. Ils l'ont complètement disséminé. Là, ils n'ont pas gardé grand-chose de l'équipe qui était là quand... comme Bob Murray. Quand Bob Murray est parti, mais que le directeur général, Pat Verbeek, est arrivé. Il a pas mal déconstruit ce qui était en train de se construire là-bas. Alors, ils ont reculé par rapport à où ils étaient quand Verbeek est arrivé. Puis là, le processus est réengagé. Il y a des choses intéressantes quand même, mais hier... il leur manquait des joueurs aussi, là. Oui. Mintyukov, Carlson n'était pas là. Léo Carlson. Zegras, Léo Carlson et Pavel Mintyukov n'étaient pas là. J'avoue que c'est quand même... c'est des gros morceaux. Cela dit, j'ai été impressionné par Troy Terry hier. C'est excellent. Il a eu 7 chances de marquer dans le match. Il a marqué 2 buts, a frappé le poteau en prolongation. Si lui n'était pas là, il n'y avait pas vraiment de match hier. C'est lui qui était le chef d'orchestre du côté des Ducks. Moi, celui qui m'inquiète un peu du côté des Ducks, c'est que je vois pas la progression à laquelle je m'attendais. Et même
les fulgurances du départ, c'est Mason McTavish. Là. Pour l'instant, je sais pas c'est quoi le niveau d'inquiétude ou à quel point on est concerné, préoccupé plutôt par cette situation-là, mais c'est vrai que ça piétine là, pas mal plus que ce à quoi on s'attendait il n'y a pas si longtemps. Non, mais je trouvais ça intéressant parce qu'on est beaucoup dans notre les yeux sur notre situation, là, qui est celle de couvrir cette équipe-là. Oui, ça peut être long. Parle-en Buffalo pour rater les séries pour une 14e année. On va sûrement y arriver, mais tu sais, comme Anaheim est dans une situation, moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup. Et c'est pareil, là, tu as raison, Alex, il manquait quand même des joueurs importants, mais quand même des jeunes joueurs qui quand même ne brisent pas grand-chose là, en ce début de saison. Zellweger, je l'ai trouvé très bon, moi. Mais est-ce que c'est un jeune joueur? 21 ans. OK, je confonds. Je pensais... OK, je confonds avec quelqu'un d'autre. Mais tu parlais de Troy Terry. Troy Terry, c'est un vétéran. Il a 27 ans. On l'a vu jouer à Pyeongchang la première fois. Ouais. On avait dit, les Américains ont osé la jeunesse, le pari de la jeunesse. Ouais. Il y avait Troy Terry, Jordan Greenway, Ryan Donato. Oui. Puis il y en avait un quatrième. C'est vrai, je me souviens. Un quatrième qui n'avait pas joué, si ma mémoire est bonne, ou presque pas joué, mais ils avaient fait jouer des joueurs universitaires contre les Puis c'est eux qui avaient été les meilleurs pendant... Ouais. Puis, puis l'année dernière, en 2022 aussi, là, Sean Farrell était là, rappelez-vous. Jack McBain également, qui connaît un bon début de carrière. Mais enfin, bref... Tu regardes ce qui se passe à Anaheim, puis tu dis, bon, ben, coudonc, c'est pas anormal ce qui se passe à Montréal. C'est pas une anomalie, là. C'est comme ça ailleurs aussi. Oui. Mais tu sais, ce que j'aime aussi de la philosophie des Ducks, c'est qu'on n'hésite pas à s'entourer de vétérans, justement. Puis je pense que, bon, c'est pas très probant en ce moment au niveau des résultats, mais on a beaucoup parlé de cette nécessité-là pour le Canadien de ne pas infiniment se rajeunir, là, tu sais. Alex Killorn, Frank Vatrano, Trouba, Fowler est encore là, Code Goodis, Ryan Strome à 31 ans. Et Brian Dumoulin, bon, qui est plus du tout ce qui est comme la vieille jument, là, plus ce qu'il a déjà été. Moulin, ouais. Mais quand même, au moins, cette philosophie-là, moi, je pense qu'elle est nécessaire. Et puis, les Ducks ont quand même une progression là, cette année par rapport à ce qu'ils ont montré l'année dernière et même l'année d'avant. Ouais. Donc, et là, il manquait vraiment parmi leurs plus beaux espoirs. Là, Pavel Mintyukov, c'est déjà une valeur sûre à la ligne bleue à sa deuxième saison dans cette formation-là. Leo Carlson est extrêmement prometteur. Zegras, c'est un autre dossier. Mais bon, bref, c'est fou la quantité de défenseurs que les Ducks d'Anaheim ont produit dans la Ligue nationale dans les 5-10 dernières années. C'est hallucinant. Ils en ont tellement échangé. Là. Ils ont un recruteur en chef génial. Oui, un bon recruteur. Quelqu'un qu'on connaît? Martin Madden. Oui. Qui est toujours là, hein, on pensait... Parce que n'avait-il pas lorgné le poste de DG, puis on se disait peut-être que... Mais il est toujours là. Oui, mais il est au championnat mondial junior A présentement, en train d'épier les espoirs. D'accord. Il a été interviewé pour le poste de directeur général, en fait. À Anaheim. À l'époque, oui. Oui, c'est ça. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'habituellement, quand ces situations-là, des fois, ça amène éventuellement à une séparation. Une scission. Oui, parce que quand le gars... que la job que tu voulais arrive, des fois ça peut... Mais là, je comprends ce que tu dis. Chez Theodore, c'est eux autres. Hampus Lindholm, il y en avait à mener à un certain moment, c'était hallucinant. Là. Ils étaient dans le trèfle. Ils étaient vraiment dans le trèfle jusqu'aux hanches. Et puisque je suis dans les... Tiens, on fait un petit... on va bientôt embrayer la seconde, mais puisque je suis dans les comparaisons avec les autres équipes poches, transactions impliquant les Sharks de San Jose. Là aussi, quand on se compare, il y a peut-être matière à se consoler. Visiblement, les Sharks, eux sont encore dans la logique, il ne faut pas trop en gagner. Si on se fie à la transaction des... On s'est échangé des gardiens de but, puis on est allé chercher Alexander Georgiev au Colorado. C'est pas pour gagner des matchs, j'imagine. On va le réparer. C'est peut-être pour ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a d'autres joueurs impliqués, mais grosso modo, on a envoyé Blackwood au Colorado, Mackenzie Blackwood, qui est encore, je pense, un gardien avec du potentiel. Puis Georgiev prend la direction de San Jose, mais ça laisse présager qu'à San Jose, on est encore dans la patience. Ouais, moi, je trouve que c'est un coup de génie de la part de Chris McFarland, le directeur général de l'Avalanche, parce que Georgiev, c'était un des pires gardiens de la Ligue nationale depuis le début de la saison. Là, je pense qu'il était rendu à pas loin de 10 buts accordés de plus qu'aurait dû
accordé normalement. Et moi, j'étais stupéfait depuis le début du calendrier de voir l'Avalanche maintenir la tête hors de l'eau, de ne pas plonger dans les bas-fonds du classement avec 2 gardiens qui avaient des moyennes de 875 et 872. Habituellement, dans la Ligue nationale, tu as 7 % de chances de gagner un match quand ton gardien joue sous la barre de 900. Et ils ont réussi à se maintenir sur la ligne de flottaison. Ils sont 4e, je pense, dans leur division présentement. Mm-hmm. Et tu regardes la saison que connaissait Blackwood avec une équipe médiocre, 911 de moyenne d'efficacité. Il a été quand même très, très bon. Alors, Colorado, c'est pas compliqué. Là, ça leur prend juste quelqu'un qui va faire un travail normal. Ils n'ont pas besoin d'une pieuvre. Là. Ils ont besoin de quelqu'un qui va faire un travail normal devant le filet. Puis ils vont avoir une très bonne saison. Avant que la panique commence au Colorado ou avant de se retrouver en sérieuse difficulté, McFarland a fait cette transaction-là. Puis tu regardes du côté, qu'est-ce qui pourrait motiver Mike Greer à aller chercher un gardien qui est en chute libre comme ça? Bien, il va chercher un choix de 2e tour au passage. Il va chercher un joueur d'utilité en Nikolai Kovalenko. Puis ils ont, eux, dans leur organisation, un des meilleurs jeunes gardiens du monde du hockey, Askarov, Yaroslav Askarov, qu'ils ont acquis de Nashville. Ils ont donné un premier choix à Nashville pour obtenir ce gardien-là. Je pense qu'il y a 945 de moyenne d'efficacité dans la Ligue américaine en ce moment, Askarov. Il a fait le tour de la Ligue américaine. C'est ça. Alors là, c'est probablement le temps de faire jouer Askarov, de l'intégrer tranquillement dans la Ligue nationale, peut-être en le faisant jouer la moitié du temps. Puis Georgiev, son contrat se termine à la fin de l'année, puis ça sera bonsoir la visite. Là. Merci d'être passé. Et ça les dérange pas de perdre quand Georgiev est devant le filet. Sans oser, ils n'ont aucune velléité ou prétention de participer aux séries. Ça va peut-être les faire couler un petit peu plus puis obtenir un meilleur choix au repêchage. Alors, c'est une transaction... Tout le monde est content. Il y a une logique derrière cette transaction-là. Sauf peut-être 1 ou 2 partisans des Sharks, mais il n'y en a pas beaucoup de ça par ici. Ils ne sont pas nombreux. Ici. Là-bas, Non, c'est pas si mal là-bas. Ils ont eu de grandes équipes longtemps, donc les gradins étaient quand même assez remplis. Ouais. Mais, Georgiev, je sais jamais. Hein? Georgiev, je pense que c'est Alexander Georgiev. 12 buts accordés de plus que ce qu'il aurait dû cette saison, Martin. C'est le pire dans l'Alexander. C'est presque le pire. Il y en a un seul qui est pire que lui. Pouvez-vous le trouver? Voulez-vous savoir c'est qui? Attends un peu là. C'est pas le gars de l'Utah? Gars de l'Utah. C'est pas le gars de l'Utah. C'est qui? C'est Caden Primo. OK. Tout dépendant des sites Oui, c'est ça. Là, je suis sur Natural Stat Trick. C'est le gars de Montréal. Accordé 14 de plus en 2 fois moins de temps de jeu que Alexander Georgiev. Mais en même temps, si tu enlèves ces moments où il a accordé ces 14 buts de plus là, il était très bon. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public, question du public. Question du réseau social. Rouler à tombeau ouvert sur l'autoroute en décapotable. Via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, on vous a demandé, selon vous, qui est le meilleur Québécois dans la LNH? Et le libellé n'est pas... c'est pas par hasard que nous avons écrit la question comme ça. Julien Brisebois. Ça revient, ça revient souvent. Tourigny aussi. Vous voulez créer de la controverse. Évidemment, tout ça là, en segue à la confrontation des 4 nations, prévue quelque part au retour des fêtes. On a déploré un peu la semaine passée. Déploré, non. On n'a même pas déploré. On a constaté. On a discuté de... et déploré aussi, c'est déplorable. Ce qui est déplorable, c'est pas tant les non-choix que le peu d'options. Et ça se reflète. Le peu d'options se reflète dans les réponses des gens. Alors, sur Facebook, Jean-Guy dit présentement, pour l'ensemble de leur carrière, et ça revient souvent, ça, Le Temps et Fleury. C'est 2 des noms qui sont revenus les plus souvent. Qui ont eu des grandes carrières et tout.
Mais la question... sont derrière, c'est derrière. Moi, j'ai interprété la question comme étant présentement qui est le meilleur ça, Québécois. La question, c'est ça. Ben, écoute, la question, c'est qui est le meilleur Québécois dans la LNH? Donc, c'est présentement. Sylvain dit Lafrenière, Montembeault, Matheson. On a des bons choix. C'est pas du tout dans la même classe, là, mais... Non, mais... Ouais, non, mais c'est ça. Mais ça Matheson, c'est pas la même classe que Lafrenière. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire... Montembeault non plus. J'aurais tendance à dire Lafrenière aussi, quoique là, il subit un peu les contre-coups de tout ce qui se passe à New York. Là. Ouais. J'imagine qu'on c'est va à y l'horaire. revenir. On va parler de ça tantôt. Mais quand ils vont l'échanger contre Brady Tkachuk, ces problèmes vont tous se régler. Parce que Ottawa, c'est une belle place pour s'épanouir, tout le monde le sait. François sur Facebook, Julien Brisebois, puisque vous ne précisez pas qu'il s'agit d'un joueur. Bien joué, François! Bien joué! Marc-André Fleury, ça revient 2 fois. Alexandre et Alicia, toujours sur Facebook. Montembeault, dit Mathieu. Sylvain, dit Lafrenière. Sur le Twitter de Luc, qui est de retour, dit « Je dois admettre que le meilleur Québécois actuellement dans la LNH est Samuel Montembeault. » Enfin. cette semaine, peut-être. Cette semaine. Depuis une semaine, oui, c'est peut-être... Si t'enlèves les... non. Cependant, le meilleur Québécois n'est pas un joueur, mais un entraîneur. Intéressant. André Tourigny. Intéressant. Et sur le Tube, Julien Brisebois, dans mon livre à moi, est le meilleur Québécois dans la LNH. C'est une très bonne réponse. C'est une très bonne réponse. C'est Torabert au Japon qui écrit ça. OK. Mais Japon, je pense qu'on n'avait pas ça, non? Torabert au Japon. Qu'est-ce que tu veux dire? Notre auditeur est au Japon? C'est pas clair. Ah, OK. C'est sa poignée. Parce que quand... OK. Ben, écoute, peut-être. Dans sa poignée, il dit au Japon. Peut-être. Il y a des chances. Parce que quand on avait fait nos fameux chandails de tournée, je pense pas qu'il y avait de... Non, de Japon. Il n'y avait Osaka, pas de Japon là-dedans, non. Tokyo. D'ailleurs, j'aimerais ça... J'ai lancé un appel l'autre fois au public ça a moins marché. De nous écrire d'où vous nous écoutez, parce qu'on va faire nos T-shirts 2024 et on veut être à jour sur notre couverture mondiale. Oui, 2024-2025. Écrivez-nous pour nous dire où vous habitez, si vous écoutez le balado. Ouais. D'où est-ce que vous nous écoutez? Peu importe si c'est au Québec, parce qu'on... Surtout pas, à vrai dire. On fait un partage 50-50 dans les destinations. C'est ça. C'est Québec-Monde. International. Exact. Tellement hockey. N'hésitez pas à nous international. Non, mais j'allais dire, les collègues des réseaux sociaux, quand tu avais fait l'appel, m'avaient... Parce que je suis en communication constante avec eux. Oui. Ça me garde jeune. Ben oui. Et on avait eu des réponses, mais on n'a pas fait de consignation de tout ça. Hey, savez-vous ce qui va aider? Savez-vous ce qui va aider à repeupler le bassin d'espoir québécois? Quoi? De faire du hockey un sport national au Québec. Officiellement. Parce que là, on enregistre mardi matin, puis les premiers échos de ça s'ébruitent. Souvenez-vous, dans le rapport Denis, de Marc, Denis, qui date déjà d'il y a plus de 2 ans. Ouais, ça va faire 3 ans au printemps. Oui, au mois de mars, si ma mémoire est bonne. Au mois d'avril. L'un des éléments, c'était ça, de faire officiellement, d'officialiser le statut de sport national du Québec en faisant le hockey. En tout cas, prenez les mots puis réorganisez-les. Moi, je voyais ça surtout comme un truc cosmétique, là, une affaire pour jaser. Mais Martin, tu nous rappelais que dans le rapport, c'était pas juste cosmétique. La façon dont le rapport était écrit, c'était nommer le hockey comme étant le sport, proclamer le hockey comme étant le sport national du Québec pour pouvoir donner un statut spécial à Hockey Québec, pour dire que c'est une fédération à part des autres et qu'elle doit avoir plus de financement des autres, parce qu'il y avait plusieurs centaines de millions de dollars qui étaient réclamés, on lisait en dessous des lignes, comme disait Claude Ruel à l'époque. On demandait des constructions de nouveaux arénas, des patinoires extérieures réfrigérées, que tous les jeunes apprennent à l'école à patiner, etc. Il y avait bien des affaires. Professionnalisation. Il y avait beaucoup, beaucoup de recommandations, mais il y avait des coûts afférents à ça. Oui. Alors, c'est ça. Donc, on pouvait deviner que le statut de sport national permettait de dire aux autres fédérations, vous autres, vous ne pouvez pas avoir ce type de financement-là parce que vous n'êtes pas le sport national. Vous n'êtes pas le sport national. Es-tu le sport national? Non. Bon. Mais écoute, on verra ce que ça donne. Non, mais c'est une nuance importante parce que c'est ça. C'est pas juste de dire, c'est pas juste pour faire joli dans une phrase. Parce que, d'abord, on sait tous que le sport national au Québec, c'est le hockey.
Oui, absolument. Bon, OK. C'est comme pour officialiser quelque chose là, qui est dans la culture populaire. La crosse aussi, là. Je suis pas sûr. Ah, tu veux dire... C'est un sport national d'été du Canada. Du Canada, oui, c'est le sport national pour vrai? d'été canadien, ben oui. Okay. Pas la fourberie, là. Non, avec les bâtons puis tout. Là. Exact. OK. Ouais, pas celle de Scatin. C'est quoi, les fourberies? Scapin. Scapin. J'avais oublié. Scatin. Rémi Gérard, cet été au TNM. Rémi Gérard dans le rôle de Scatin. J'ai déjà oublié en plus. Alors, bref, à suivre. Je sais, on verra si ça se fait. On verra si ça vient avec plus d'argent. Puis on verra si ça a des impacts. C'est une bonne idée en soi. Là, je pense qu'on ne peut pas être contre la vertu. Puis c'est bien de faire en sorte que les jeunes apprennent à patiner à l'école et tout. Puis ça peut donner un sentiment d'appartenance aussi à ceux qui viennent d'ailleurs, par exemple. Puis c'est une bonne façon d'apprivoiser ton environnement, entre autres. Là. Cela dit, si c'est pour avoir plus de financement pour Hockey Québec, d'accord. Parce que c'est ça le problème à Hockey Québec. Ils n'ont pas d'argent. C'est ça. Je pense pas que le problème de la fédération à la base se définit par un manque de moyens. Plus par l'organisation de ces moyens. Peut-être. Alors, il y a certainement une possibilité de faire mieux avec ce qu'ils ont déjà, en espérant qu'ils vont tenter de continuer à moderniser leur approche de développement des jeunes au hockey mineur, peu importe qu'ils aient davantage de subventions gouvernementales ou pas. Là, New York. Si seulement quelqu'un d'entre nous était allé récemment. Si seulement. Hein? New York City, j'ai failli aller au Madison Square Garden. Si quelqu'un de l'équipe était allé marauder. Pendant que tu étais là, j'étais tout près du Madison Square Garden. Tu allais sentir autour, voir si Alexis Lafrenière serait disponible. C'était une escapade familiale. Voilà, dans tes loisirs. J'avais apporté mon accréditation, cela dit, là, mais j'ai pas eu on me dit que tu pas eu le courage de délaisser la famille. Sans ton accréditation. Mais j'étais tenté parce que j'étais vraiment comme à quelques jets de pierre du Madison Square Garden. Les Rangers jouaient vendredi et dimanche. Vendredi soir, dimanche. Vendredi soir, ça aurait été plus serré, mais dimanche à 13h contre le Kraken. Donc, il y avait possibilité, effectivement. Tel un requin qui qui flaire le sang. L'histoire juteuse. Ouais, mais tu vois, j'essaie, effectivement, puis j'y ai pensé, mais j'essaie de tracer une ligne dans le sable. T'as raison, bien définie. Là, c'est ça. Tu étais là pour en famille. C'est comme c'est important de s'occuper de ça. Martin faisait une boutade avec le maraudage. Commençons par ça, parce que moi, d'abord, ça m'avait pas... j'avais pas flashé là-dessus. C'est des choses dont on entend parler peu. Je parle quand il y a des histoires de maraudage. Moi, je suis pas un expert, mais du bon maraudage, idéalement, il ne faut pas que personne en entende parler. Si tu veux que ton maraudage fonctionne. Mais là, vous avez tous entendu cette histoire là, de Larry Brooks du New York Post qui semblait imaginer une transaction possible entre les Rangers et les Sénateurs. Alexis Lafrenière qui aurait été une contrepartie pour obtenir Brady Tkachuk, un prix qui serait convoité à New York ou ailleurs. Et ça, les enfants, si c'est la direction qui télécommande ce message-là, la direction des Rangers qui télécommande ce message-là via un journaliste, si ancien soit-il, c'est un peu considéré comme du maraudage. Parce que c'est un peu de dire à Brady, « Youhou, Brady, on te trouve de notre goût. » Puis c'est pas bon pour les affaires. Non. Et pour planter le décor, là, Larry Brooks, columniste de longue date, New York Post, il est branché directement sur la direction. Sur la direction. Parce que c'est pas juste Drury, ça fait longtemps que c'est comme ça. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Il y a des entraîneurs chez les Rangers qui ont appris qu'ils étaient congédiés par Larry Brooks en lisant Larry Brooks où il y a des transactions souvent que Larry Brooks évoque des transactions possibles qui se matérialisent comme par enchantement 5 jours plus tard. Là. Alors, c'est un peu normal que les Rangers nourrissent leur relation avec les journalistes parce qu'ils ne sont pas premiers dans le marché. À New York, il y a énormément de compétition. Alors, moi, quand j'ai vu la semaine passée que Larry Brooks présentait comme un fait avéré que les Rangers avaient pour cible Brady Tkachuk et que Alexis Lafrenière était en jeu, je suis tombé en bas de ma chaise. Je me suis dit,
c'est vrai, c'est en train de se passer. Le propriétaire des Sénateurs, Michael Andlauer, a bondi furieux en disant qu'il n'avait jamais eu de contact avec les Rangers, que c'était du maraudage détourné. Doux, soft. Du maraudage mou. Maraudage mou. Du MM. MMPP. FF aussi. C'est quoi donc FF? Des flashs fugaces. Ça, c'était bon. C'est dur de faire un balado avec un Jules. Il faut avoir de l'humilité. Je dis, je suis pas Jules dans tout, là, parce que Scatin, c'était pas ma meilleure. Non, c'est vrai. Et moi, c'est ce que je trouve fascinant dans cette histoire-là, c'est que tout de suite, le propriétaire des Sénateurs a fait 2 et 2 font 4. Si Larry Brooks écrit ça, ça vient de la direction des Rangers. Et il a pris ça comme une ingérence vis-à-vis le capitaine de son équipe, là, comme un flirt ouvert, dire on est intéressé à toi et tout ça. Donc, c'est le genre de truc qui peut semer des problèmes. Regardez ce qui s'est passé à New York, même chez les Rangers, là, quand Chris Drury a annoncé publiquement que Jacob Trouba était sur le marché, puis que Chris Kreider aussi. L'équipe s'effondre depuis ce temps-là. Et donc, c'est ça. Andlauer a dit, je vais me plaindre à Gary Bettman. C'est une forme de maraudage, mais honnêtement, qu'est-ce qu'il peut... Il n'y a rien que Gary Bettman peut faire avec ça. Là. Peut-être. Je pense qu'il veut peut-être que les Rangers se fassent taper sur les doigts un peu comme les Sénateurs ont payé le prix pour cette fameuse transaction avec Evgeny Dadonov. On s'entend que ce ne sera pas de la même hauteur, mais ça sent ça, ce ressentiment-là de... nous autres, on a brisé on a enfreint une règle, on a été punis en conséquence. Regardez, ils viennent d'en enfreindre une à leur tour. Alors, pourquoi ils sont pas punis? C'est comme... Parce qu'il faut démontrer que ce que Martin évoquait, c'est-à-dire ce canal de communication-là. Et c'est un chroniqueur qui l'écrit, donc... C'est ça. Et il n'a pas ouvert de guillemets. Non, c'est ça. Alors, comment le démontrer? C'est impossible. Alors, fait que ce qui est comique pour nous qui sommes du milieu dans cette histoire-là, c'est que ça démontre juste à quel point les gens de la Ligue nationale considèrent qu'il y a une ligne directe entre Larry Brooks et la direction des Rangers. Mais on peut comprendre Andlauer d'être frustré parce que de garder les meilleurs joueurs à Ottawa, c'est un enjeu depuis le début. Brady Tkachuk a un contrat à long terme. Non, je sais bien, mais si mettons Brady, parce que c'est ça l'idée, là, c'est de planter cette idée-là dans la tête d'un joueur que, New York, ben là, et là, peut-être que soudainement, je dis pas là, que ça fonctionne et que c'est aussi simple, là, mais il y a quelque chose. Les Rangers n'ont pas fait ça juste pour s'exposer là, à des réprimandes. Là, je veux dire, ils ont clairement fait ça pour mettre cette idée-là dans la tête de certaines personnes. Oui, mais il y avait peut-être, comme Martin disait, c'était peut-être une volonté de la direction de faire savoir cet intérêt-là. C'est ça, exactement. Tout simplement, oui. Okay. Pas nécessairement pour que Brady, je sais pas, là, en fait, pour qu'il se dise « Oh, wow, ça pourrait être le fun de jouer sur Manhattan. » Et entre nous, c'est exactement ce dont cette équipe-là a besoin pour se relancer. Du niaisage de même. Les Rangers. Les Rangers, mais parce que, tu sais, Alexis Lafrenière, ça... Moi, La feriez-vous, la transaction? Non, je pense pas. Si t'étais... Ottawa, je pense pas que je la ferais. Ah non? Si j'étais les Rangers, je la ferais pas. Ah. Ben... Je vois pas. Donc, ce serait peut-être une pas pire transaction. Ça serait peut-être une bonne transaction parce qu'il n'y a personne qui... Non, mais c'est une transaction que tu fais quand tu as... comment je dirais ça? Une insatisfaction minime, là. Parce que sinon, c'est deux joueurs de... C'est un peu changé. Pour l'instant, c'est pas des joueurs qui sont pareils, mais ils ont des impacts qui se ressemblent dans une équipe. Là. Pas tout à fait encore, non. Tu veux dire que Tkachuk est en avance sur Lafrenière? Ben oui. C'est un marqueur de 35 buts prouvé. Là. Je sais pas s'il est éprouvé, mais il l'a prouvé, du moins. Lafrenière n'est pas encore rendu là. Je pense que il a éclos, puis clairement, c'est en train de devenir un joueur d'impact, mais au moment où on se parle, ils n'ont pas le même impact dans un match. Je pense. Ça reste que Tkachuk, c'est le capitaine des Sénateurs. T'sais, lui, s'est engagé à long terme avec cette équipe-là. C'est un message fort. Justement, comme tu disais, c'est une équipe qui a toujours eu de la difficulté à retenir le talent, un peu comme à Winnipeg ou dans d'autres marchés. Buffalo, par exemple. Et puis, lui est là et a toujours été un fort porte-parole, je trouve, pour les Sénateurs là, dans les médias, sur la glace, dans sa façon de jouer.
ce serait une grosse perte dans cette reconstruction-là. Même si c'est un échange pour un excellent jeune joueur, ce serait comme un aveu d'échec là, de la voie de cette reconstruction. Mais tu sais, il y a toutes sortes de... Je sais pas s'il est perçu par ses coéquipiers comme étant le véritable leader de cette équipe-là, Tkachuk. Mais je pense que Lafrenière est un meilleur joueur de hockey. Il n'y a pas eu la production... il n'y a pas eu une production phénoménale depuis qu'il est à New York, mais c'est un premier choix qui est arrivé, un des rares premiers choix au total qui est arrivé dans une équipe déjà bien établie où il n'y avait pas de jeu en première unité d'avantage numérique, où son temps de jeu était limité, où on lui a fait gravir les échelons tranquillement, mais j'aime cette... Si j'étais à Ottawa, je dirais pas non à cette transaction-là. Enfin, ouais. Moi, je pense que on s'abstient, c'est quoi? Il y en a dans le doute. Dans le doute, abstiens-toi. Dans le doute, abstiens-toi. C'est quoi la différence d'âge entre les deux? Ben, Lafrenière a été repêché en 2020 et Tkachuk a été repêché en 2018. Il y a juste 2 ans. 2 ans, ouais. Intéressant. Si seulement, 2018. Donc, comme Jesperi Kotkaniemi, Alexis Lafrenière ne rejoindra pas... Jamais. Il va jamais venir... Va toujours être plus jeune que Brady Tkachuk. Jamais venir à bout de rattraper Brady Tkachuk. Ça s'est pas réglé, ça. Hein? Kotkaniemi l'a pas... Non, il l'a pas rattrapé. Il l'a pas rattrapé. Puis, en âge. Oui, il brette pareil, là. C'est long. Il a seulement 24 ans. Ouais. C'est fini, là. Et Jack est tanné. Jack a un rendez-vous. Jack a fait, là, c'est assez, là, le cabotinage, là, les fuyards, non, les FF, les flashs fugaces. Les flashs fugaces. Ça pourrait Cela être fera. Non, mais j'allais, avant qu'on soit interrompu par ce thème de fermeture. par le producteur. Non, mais j'allais dire... Dépêche-toi, le son peut couper d'un instant à l'autre. C'est ça. Soyez bref dans vos réponses. Mais jusqu'à quel point Drury, on va emballer, là, mais jusqu'à quel point Drury nuit à son équipe? Parce que là, ça va mal, ça veut juste aller mal. Écoute, puis, c'est bien que tu évoques ça. Là. Ça me fascine quand même. On dirait qu'il a torpillé son équipe lui-même. Ouais. Il y a des éléments qu'on connaît pas. Là. Parce que quand Drury a fait, pas cette sortie-là, mais du moins que son petit mémo a été partagé avec le grand public, là, son équipe avait perdu 2 matchs de suite, mais était encore 12-6-1. En excellente position. Juste avant, elle était 12-4-1. Oui, c'était une équipe... C'est vrai que si tu approfondissais un peu l'analyse, tu voyais qu'il y avait des lacunes, particulièrement en défense, donnait énormément de chances de marquer. Trouba était rendu un défenseur de 3e duo, payé 8 millions par année. C'était un problème. Il avait essayé de l'échanger durant l'été, ça n'avait pas fonctionné. Peut-être qu'il y avait de la rancœur. En tout cas, il y en avait gros sur le cœur, Trouba, quand il a parlé vendredi, là, pour dire qu'ils ont tout fait pour contourner sa clause de non-échange. Alors, peut-être que tout ça mijotait depuis un bout de temps, puis ça fait en sorte que lui, qui a évidemment non pas une emprise, mais sait comment ça se passe, pas mal davantage que nous autres dans ce vestiaire-là, s'est dit, il va falloir changer quelque chose parce que ça va péter éventuellement. Peut-être, mais là, ça a cette pété. note-là, il savait bien que ça se répandrait aux 4 coins de la Ligue nationale. Depuis ce temps-là, si on inclut les 2 défaites juste avant que ça sorte, là, les Rangers ont 2 victoires, 8 défaites à leurs 10 derniers matchs, 8 défaites en temps réglementaire. Donc, ça va vraiment mal si c'était pas aussi catastrophique là, pour les autres équipes dans l'association Ouest. Ils seraient peut-être plus en position de participer aux séries en ce moment. Donc, c'est vraiment particulier ce qu'il a fait. Je comprends mal. Là, on entend aussi le nom de Mika Zibanejad, tranquillement, peut-être dans les rumeurs d'échange. Ben, pourquoi pas? Rendu là. C'est Chris Kreider. C'est incompréhensible. C'est difficile à comprendre. Cette année, c'était supposé être la Cup or Bust. Là. Oui. On y va pour la Coupe ça cette penche année. Un peu ils ont choisi Bust. Leur choix, les gars, on a 2 choix. Pourquoi attendre? C'est soit ça, qu'est-ce que... Hop là. Pardon. Abîme pas le mobilier. C'est bon. Alors, c'est ça. Et puis, tu sais, Trouba, c'est vilain quand même ce qu'ils lui ont fait. Parce que lui, il y a une clause de non-échange, mais ils l'ont complètement contourné. Il me semble que j'ai lu un autre exemple aussi. Ils ont dit... Parce qu'il y aurait eu une transaction avec Columbus
C'est-tu Columbus? Oui, je pense que oui, que Trouba aurait fait avorter en disant non, moi je ne vais pas là. Puis là, ils ont dit, ben là, si tu y vas pas, on va te soumettre au balotage. Puis, bref, je pense c'est pour ça que les clauses de non-mouvement existent. C'est ça. Donc, c'est pas une clause de non-mouvement. Une clause de non-échange partiel. Mais là, Jacob. Clause de non-mouvement, ça, c'est. Là, tu peux pas aller au balotage. Non. Tu peux pas aller nulle part. Tu peux pas aller nulle part. C'est ce que Carey avait, mettons, c'est béton. Okay. C'est ce qu'ils avaient trouvé à l'époque. Ça, c'était le dossier Todd Marchant. Donc, c'est encore les Rangers? Non. Non, à l'époque, c'était... Attends un peu, je l'ai noté, là. C'est Barclay Goodrow qui a envoyé au balotage. C'est que Todd Marchant jouait avec les Blue Jackets de Columbus. Et puis, il y avait un échange là, à venir avec les Ducks d'Anaheim. Sergei Fedorov. C'est ça. Passait des Ducks à Columbus, mais lui avait refusé. Alors, on l'avait... Todd Marchant avait refusé. L'échange s'était complété et les Jackets avaient soumis au balotage Marchant. Les Ducks l'avaient récupéré au balotage. Donc, il s'était ramassé là malgré tout. Et après ça, les agents et l'association des joueurs avaient dit « Oh là, les moteurs, il va falloir trouver une façon de contourner ça. » Et là sont apparues les clauses de non-mouvement. Un peu d'histoire. Non, mais c'est notre éducation. Bon, mais les gars, il y avait le thème. Oui. Il y avait le thème de fermeture. On avait Buffalo aussi. Ça va mal pour Buffalo. Dans nos notes. Là, mais... 7 défaites de suite. Ouais. Mais c'est à cause de quoi? C'est les taxes. Les taxes, puis l'absence. Le manque de palmiers. L'absence de palmiers. Mais c'est un autre cas, ça, où le DG... c'est parce que c'est ça qui est ressorti, mais c'était pas le discours de Kevyn Adams là-dessus. Il disait, c'était pas l'essentiel du discours, c'est pas on n'est pas bon à cause de ça, tu sais. Il disait, il faut vraiment, je vais éternuer, là, attendez un peu. Ça va être correct. Ça, c'est pas Kevyn Adams qui a dit ça, là. Non. C'est pas Alex. C'est pas ouvrir les guillemets, je vais éternuer, fermer les guillemets. Mais là, il disait, c'est l'importance de repêcher parce que c'est pas nécessairement une destination favorisée par les joueurs autonomes et tout ça, tu sais. Donc, il y avait rien vraiment de controversé, c'est juste qu'il a sorti cette phrase fleurie-là un peu. Puis quand ça fait 14 ans que tu n'as pas participé aux séries éliminatoires, ça se peut que ça passe mal auprès de ta base de partie. 14 ans, bientôt 15. Non, 13, bientôt 14. Ça va, dans combien de temps, nous autres, ça va faire 14 ans? Dans 10 ans. Dans 10 ans, OK. J'ai hâte de voir le climat à ce moment-là, si ça se produit. Je sais pas si on va changer de décor d'ici. Tellement OK, épisode 1021. À venir. Bien plus que ça. À venir. Oui, on avait calculé une centaine d'épisodes par année. Ah ouais, t'as raison. Non, ça va lentement. Ça avance lentement. Ouais. Ça avance lentement. Je voulais vous le dire, là, d'ailleurs. Ça avance lentement, ce countdown d'épisodes de Tellement Hockey, auquel vous participez. Et les gars, une chance que vous êtes là. Martin Leclerc, je rappelle que tu es le chroniqueur principal du service des sports. C'était un plaisir, messieurs. Plaisir partagé. Alexandre Gascon, je rappelle que tu es journaliste affecté au hockey. C'est moi. Un grand merci. C'était un plaisir. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de Tellement Hockey. Merci, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.